Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'urgence d'un cessez-le-feu se pose sur le théâtre de la crise anglophone pour le cardinal Christian Toumi et les autres religieux membres de la conférence générale anglophone. Le retour des militaires dans les casernes et l'abandon de la lutte armée au sein des groupes séparatistes sont les conditions indispensables pour parvenir à un véritable cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les leaders religieux de cette conférence générale anglophone exhortent le gouvernement à discuter directement avec les leaders séparatistes. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Quelle est la situation au Mali au lendemain du coup d'État militaire? Au-delà de la confirmation de la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, ce pays d'Afrique de l'Ouest vit au rythme des coups d'État depuis de nombreuses années. Évocation et analyse à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète dans l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette manifestation des femmes dans la région du sud-ouest, après le meurtre de leur sœur, survenu il y a quelques semaines, elle qui a été décapitée à Mouyouka, cette jeune femme de 32 ans, mère de 4 enfants. Le Premier ministre a dépêché un émissaire auprès de sa famille, promettant que les auteurs de ces actes seront arrêtés et traduits en justice. Ces femmes, exprimant leurs cris de détresse, ont évoqué l'urgence de mettre un terme à ce conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Des précisions avec Derek Diator et Eric Fopoussi. Si la tombe de Comfort Achiri Toumassan au quartier Makanga à Mouyouka dans le sud-ouest Cameroun. Les femmes de cette région restent inconsolables après l'assassinat brutal de l'une des leurs. Elles ont manifesté leur courroux et leurs cris de détresse à Boya. We consider the cold-blooded slaying of Timassam Comfort Achiri as an affront to womanhood and humanity as a whole. Cette représentante des femmes du Sud-Ouest considère que le sang de Comfort Toumassan est un ultime affront à la femme et à l'humanité entière. Je continue à pleurer la manière avec laquelle une femme a été traitée comme un animal à l'abattoir. Je suis hanté par ces images. Je ne peux contenir mes larmes. En marchant dans les rues de Boya, ces femmes du Sud-Ouest tiennent à faire savoir leur peine depuis le déclenchement de la crise anglophone. They are killing our children, killing our husbands, killing even us, the women who gave birth to all of them. So it's really, really difficult to bear. It's not easy at all. Ils tuent nos maris, nos enfants, ils nous tuent aussi, nous les femmes. La vie n'est pas facile, c'est très difficile ici. Your pens and your papers can play the trick. En pidgin, cette maman appelle à l'aide. Un cri entendu par le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Bernard Okalia-Bilay félicite l'initiative de ces femmes, mais estime que les combattants séparatistes ont bien des mères. À ce titre, elles peuvent être considérées comme les complices des atrocités. Comfort Toumassan a été décapité en plein jour, à 14h. Les gens étaient chez eux, indifférents. Personne n'a alerté les forces de l'ordre pour qu'on vienne la sauver. Watching behind the windows what those criminals were doing, but nobody picked his phone to call. Le gouverneur tient ainsi ses propos alors qu'il revient tout juste de Mouyouka où la famille endeuillée de Comfort Toumassan vient de recevoir le directeur de cabinet du Premier ministre. Confiance Ebouné est porteur d'un message de Chief Joseph Diongouté. J'ai été envoyé par le Premier ministre pour vous accompagner, dit en pidgin l'envoyé du PM à la mère endeuillée. Il rassure que le gouvernement fera tout pour mettre fin à la crise en cours. He also asked me to reiterate the call of the head of state to the youths who are still in the bushes. Le Premier ministre m'a aussi demandé de réitérer l'appel du chef de l'État pour que ces jeunes combattants déposent les armes et rentrent dans le comité DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. What we saw
It has received widespread condemnation. L'émissaire du chef du gouvernement promet enfin aux proches de la victime que les coupables de l'assassinat de Comfort Thomassin seront punis. Cette escalade de tensions et recrudescence des violences meurtrières n'ont pas laissé indifférent le cardinal émérite Christian Twomey et d'autres religieux membres de la conférence générale anglophone. Ils sont convaincus que des crimes atroces commis sur des civils se multiplient en toute impunité et ne sont pas répertoriés. Au regard de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, la conférence générale anglophone estime que les soldats camerounais doivent rentrer dans les casernes militaires et les groupes séparatistes devraient déposer les armes. Cette démarche permettrait d'obtenir un cessez-le-feu sur le théâtre de la crise anglophone. À ce propos, je vous invite à suivre le porte-parole de la conférence générale anglophone, Eli Smith, qui revient sur cette position qu'a prise les leaders, compris les leaders religieux au terme d'une concertation qui s'est tenue ce jour à l'archidiocèse de Douala. Non, l'objectif est que, vu les atrocités qui ont été commises ces derniers jours, nous avions cru bon de nous réunir ici à Douala, chez l'éminence cardinal Twomey, pour condamner avec vigueur ces séries d'assassinats barbares et brutales de toutes parts, et aussi d'encourager le gouvernement dans les situations possibles de libérer tous ceux qui sont en détention, qui ont quelque chose à voir avec la crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous demandons aussi au gouvernement, sans condition ou sans précondition, d'engager les pourparlers avec les acteurs séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que nous croyons que ce conflit a trop duré et c'est le moment qu'en tant que pays indépendant, en tant que frères et sœurs, de se parler et se parler sans condition avec ceux qui sont ici au Cameroun, parce que la dynamique des choses montre que c'est ceux qui sont ici au Cameroun qui ont l'influence, donc il faut parler avec eux pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Quel serait l'intérêt d'une telle initiative, notamment procéder à l'amnistie des leaders séparatistes emprisonnés au Cameroun? Pour la conférence générale anglophone, cela permettrait une désescalade sur le théâtre de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le cardinal Christian Twomey et les autres religieux qui sont favorables à des négociations directes entre le gouvernement et les leaders séparatistes qui sont emprisonnés à Kondengui et d'autres se trouvant à l'étranger, aux États-Unis et également en Europe. Je vous propose à nouveau de suivre les explications de Eli Smith, porte-parole de la All Anglophone General Conference. Oui, il faut le cessez-le-feu. Il faut le cessez-le-feu parce que ça serait aussi parce qu'il y a le cessez-le-feu. Il y a la libération des prisonniers qui ont quelque chose à voir avec cette crise. Donc il y a une panoplie de demandes que nous faisions ou que nous supplions le gouvernement de le faire, et que dans cette guerre, nous avions toujours dit, il n'y aura pas de vainqueurs ni de vaincus dans un conflit entre un frère et sa sœur, et entre sœurs ou entre frères. Nous sommes tous des Camerounais, personne n'est parfait, il y a des erreurs qui ont été faites, et la solution peut uniquement se trouver sur une table de négociation et non par la violence. L'histoire montre que les pays les plus organisés, riches, armés comme les États-Unis ou l'Union soviétique ou même la France n'ont jamais gagné une guerre. Donc la violence ne résout pas le problème. Mais ce que nous demandons dans les deux camps, c'est aussi cet esprit d'humilité. C'est ce que nous demandions. Et l'amour, parce que s'il n'y a pas de l'amour, il n'y aura pas de pardon. Et il ne peut pas avoir une réconciliation à longue durée. Dans le reste de l'actualité, le cri de détresse qui vient du canton Bitom, situé dans l'arrondissement de Bétar et Oya, dans la région de l'Est. Les populations de 16 villages qui constituent ce canton vivent dans la misère.
Routes, écoles, eau potable sont quasi inexistants. Pourtant, il y a une intense exploitation forestière. Elles se plaignent de ne pas en bénéficier malgré la richesse de ces ressources forestières dans cette localité située dans la région de l'Est. Elles ont décidé de barrer la route pour exiger une transparence dans la gestion de la redevance forestière annuelle. Des précisions dans ce reportage que signe Benjamin Essam. Mbitom, bourgade située dans l'arrondissement de Betareoya, affiche un visage de pauvreté. Zone agricole par excellence, les populations font face ici au manque d'infrastructures routières. L'état des routes laisse à désirer. Nous n'avons pas les puits d'eau, nous n'avons pas l'école et les hôpitaux. Nous sommes dans un secteur qui ne va même pas. Beaucoup de choses nous manquent. Et ce que je veux vous dire, Bendala, c'est un village créé, ça fait déjà au moins 40 ans. Beaucoup d'années dans le canton de Mbitom, mais zéro évolution. Et pourtant, la nature a doté le canton Mbitom d'une richesse forestière indéniable. Des sociétés forestières se livrent au partage de cette manne sous le regard médusé des populations riveraines. Un véritable pillage à ciel ouvert. Nous n'avons pas bénéficié de quelque chose. On les exploitants même, en passant, ils ne nous disent pas bonjour. Actuellement, le bois sort dans nos secteurs. Oui. On ne voit rien. L'argent là pas haut, on ne sait pas. Donc ça fait tellement mal. La commune d'arrondissement de Betareoya, inversée par les populations, garde curieusement le silence et les plaintes des riverains se multiplient. Les exploitants forestiers aussi muets restent imperturbables. Le bois, lui, continue de partir. Suite à l'exploitation du bois, que nous tous, on se plaint. Vous-même, vous venez de voir les routes. Ça ne mérite pas. Le village même, des creux par-ci, même garé, même la voiture, en pleine ville, alors que je les ai montrés là où ils doivent garer les véhicules. Donc ça ne nous plaît pas. La communauté est mal entretenue, vous comprenez. Parce que nous savons que l'exploitation d'ici 3 ans, ça va finir. Et que sur notre patrimoine, il faut qu'ils nous encadrent, qu'ils mettent le village et la communauté à l'aise. Face à ce mur de silence, les populations désespérées ont érigé une barrière pour essayer de comprendre où va l'argent de leur forêt sans les moindres retombées pour le canton Mbitom. C'est concernant cette recette que je ne connais pas. Je ne connais pas comment ça se tourne. Vous comprenez? C'est dans ma zone de commandement, mais je ne connais pas. C'est tout à l'heure, quand vous venez de lui poser, que j'entends que des fois, ça c'est des... Moi je me dis que comment on peut dire un mois sans qu'un véhicule ne passe ici. Alors qu'il y a combien de sociétés? Vous voyez? Donc ça m'a énervé, j'ai dit non, il faut qu'on nous sache. Vous comprenez? Les revenus de ça, bien sûr qu'il verse à la commune, mais que la commune, qu'on sache nous tous que par mois, on verse tant. Les riverains n'en demandent pas trop, juste des infrastructures de base pour leur épanouissement socio-économique. Après 6 ans de travaux, le Cameroun est encore à la première phase de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Sur 60 km, 40 ont déjà été bouclés. Un énorme retard lié au problème d'indemnisation, l'occupation des emprises de la route et d'autres zones d'ombre sur la réalisation des projets autoroutiers. Et l'entreprise prestataire, entreprise chinoise, demande 1 an supplémentaire pour parachever cette première phase, une proposition qui embarrasse le ministre des Travaux publics. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. 6 ans pour faire 60 km d'autoroute, dont les travaux ne sont même pas encore entièrement achevés. Certains pourraient penser que ce projet est maudit. C'est qu'il a connu ses premières péripéties avec le changement de profil opéré par le gouvernement, alors que l'entreprise chinoise avait déjà bouclé avec les études d'exécution. Il a fallu tout refaire pour ne commencer les travaux qu'en juin 2016, soit 2 ans de retard. En janvier 2014, on a reçu instruction, on doit changer ça à 2 fois, 3 fois. On a respecté l'instruction du gouvernement et puis on a
tout changé, les études. On a repris le topo, le géotechnique, et puis on a sorti et un dossier complet. Le premier retard est ainsi consommé et une fois les travaux lancés, le sempiternel problème de la libération des emprises va se poser avec acuité, faute d'indemnisation des populations riveraines impactées par le projet. De blocage en blocage, les 40 premiers kilomètres vont être livrés dans la douleur, sans que l'on ne sorte pour autant de l'auberge, puisque les 20 kilomètres restants, dont les travaux sont en cours d'exécution, vont connaître le même sort, en plus des difficultés financières qu'éprouve l'entreprise du fait des retards dans les paiements. On a libération des emprises en février 2019. Ça fait juste 1 an et demi. Deuxième élément, c'est paiement en retard. Et à cause du paiement en retard, l'entreprise, on a des difficultés financières. Même l'entreprise, on a préfinancé dans ce projet. Ici le PK40, les 40 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala. Derrière nous, il y a encore beaucoup de travaux à réaliser. Certainement pas facile pour l'entreprise chinoise au regard des obstacles qu'il y a sur le chemin, sans compter évidemment avec la saison des pluies. Tout ça, c'est une montagne rocheuse. C'est un paramètre très important dans le terrassement et qui prend beaucoup de temps. Par exemple, ce point-là, on l'a commencé, ça fait plus d'1 année et demie et on est dessus. Un deuxième paramètre, c'est que notre projet, il a été érigé sur des grands déblais rocheux, surtout rocheux, et dans les zones marécageuses. De ce fait, il faut purger des mauvais sols et le remplacement par les matériaux rocheux là que vous voyez. Tout ça, ça prend beaucoup de temps pour le faire. Malgré ces justifications qui sonnent comme une plaidoirie, le gouvernement veut voir les 20 derniers kilomètres de cette première phase de l'autoroute achevée en fin d'année 2020. L'entreprise nous a fait une proposition pour aller en octobre 2021, ce que le ministère des Travaux publics a refusé. On a examiné leur projet, on leur dit pour nous, au plus tard, compte tenu des conditions et des réalités que nous avons actuelles, il faut aller au plus tard en mars 2021. Mais jusqu'à ce jour, le ministre de la République n'a pas donné cet accord parce que nous voulons estimer et apprécier les efforts faits par l'entreprise jusqu'à la fin de cette année avant de lui accorder un délai que nous espérons sera plus court encore. C'est-à-dire que pour nous, si aujourd'hui on dit 31 mars, on se dit qu'on espère ne pas atteindre le 31 mars, que ce soit fait avant. Les usagers et les riverains vont donc patienter pour voir ces 60 premiers kilomètres ouverts à la circulation. Ce d'autant que le gouvernement a prévu de raccorder l'autoroute à la nationale numéro 3 à partir de Boumniebel et au centre-ville de Yaoundé à partir du quartier Colbison. Des travaux qui seront exécutés en mode de partenariat public-privé. Donc on est revenu à 1 fois 2 voies, mais on va refaire toute la chaussée. On refait tous les ouvrages, les normaliser, les mettre à niveau, que ça devienne circulable comme une route nationale. Et de l'autre côté, pour raccorder à Yaoundé, ce sera une route à 2 fois 2 voies jusqu'à Colbison. On va reconstruire toute la chaussée et on va réaménager à partir de Colbison jusqu'à la poste centrale. Avec un taux d'avancement des travaux de 91% pour une consommation de délai de plus de 93%, la première phase de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala mobilise plus de 338 milliards de francs CFA. En attendant la fin des travaux, le gouvernement dessine déjà les contours de la phase 2 du projet qui porte sur environ 130 km jusqu'à la capitale économique. Allons à l'extrême nord où plus de 300 personnes sont désormais sans abri. Leurs maisons ont été démolies à la suite de l'érosion. Une érosion liée aux fortes pluies qui sont abattues dans la localité de Guidigis, là où près de 20 personnes ont déjà péri à cause de ces inondations et ces difficultés de pouvoir disposer d'une habitation décente dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est un grand reportage signé Amadou Daïrou et Julienne Berthe-Bissaye. Érodé par les eaux de ce maillot, l'arrondissement de Guidigis devient de plus en plus un champ de ruines. Ici, de nombreuses habitations ont cédé au passage des eaux. Les habitants ont perdu le sommeil. Le maillot a ramassé toutes nos maisons, nos terrains. Maintenant, on est en train de perdre nos terrains. Vraiment, ça, vraiment, c'est triste. Je n'arrive même pas à dormir. Chaque jour, j'entends bam, bam, je n'arrive même pas à dormir. Vraiment, c'est triste. Bon, et puis, il y a des maisons qui sont aussi tombées. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On n'arrive même pas à dormir. C'est très grave, chez nous ici. On n'arrive même pas vraiment à se contrôler. On ne dort pas la nuit. On a tout perdu le sommeil. D'ici jusqu'au niveau du pont, les maillots a fait les victimes. Plus de 30 morts. Nos parents, nos grands-mères pleurent pour ça. Toutes les maisons sont parties dans l'eau.
Dans cette galère, d'aucuns ont même quitté le village. À ce jour, beaucoup de mes frères et sœurs ont dû déménager, soit par peur ou pour avoir vécu le drame et ils étaient obligés ou contraints de se déplacer. Donc nous avons des déplacés internes dus au problème du maillot. En plus des habitations détruites, les eaux de pluie dévastent aussi des plantations chaque année. À presque 2 mois de la rentrée scolaire, les parents d'élèves redoutent d'abondantes pluies qui pourraient renverser la vieille école du village, construite en 1820. Un temple du savoir qui a formé de nombreuses élites du coin, en l'occurrence le défunt ministre Dakole Daïsala. L'école qui est approximativement limitrophe du maillot, à quelques 3 mètres, vous avez vu, 2 mètres par endroit, qui a 19 salles de classe et dans bientôt aura 21, qui loge l'école primaire groupe 1A, groupe 2B, l'école primaire maternelle, l'Arao, l'école bilingue primaire, toujours dans cette école. Je suis en train de voir si une grande pluie telle que la météo, l'Observatoire national météorologique l'indique, si ces pluies arrivent, j'ai peur que les salles de classe partent. Sans solution, le Lamido de Guidigis crie au secours au ministre de l'Éducation de base et des enseignements secondaires. Avec tous les aléas que nous en avons, je demande au ministre, son Excellence le ministre de l'Éducation de base, je demande au ministre de l'enseignement secondaire qui nous écoute à pareil moment, d'envoyer des émissaires, de trouver des solutions palliatives à cette situation en attendant que leurs collègues, le plan et l'aménagement du territoire puissent réagir. Face à ce désastre, le gouverneur de la région de l'extrême nord et des équipes du ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire ont effectué une descente sur les lieux pour évaluer la situation. Ils sont venus faire ce que vous appelez les calculs, j'allais dire le devis estimatif et réel même des berges du maillot pour leur protéger et pour faire réhabiliter les radiers qui ont cédé. C'est un montant, il y a 3 ans, que j'apprenais au-delà de 5 milliards. C'était vraiment très actif. Immédiatement, le coronavirus est venu et tous ces projets sont arrêtés. Peuplé de 45 000 âmes, composé essentiellement de cultivateurs et éleveurs, l'arrondissement de Guidigis attend impatiemment une action concrète des pouvoirs publics. Dans la lutte contre la cybercriminalité, la question de la protection des données est une préoccupation pour l'Agence nationale des technologies de l'information, de la communication et des acteurs économiques au Cameroun. Une rencontre s'est tenue à cet effet à Edea afin d'élaborer des stratégies visant à sécuriser les données personnelles et éviter les cybercriminels. Évocation avec Eric Fopossi. Se connecter à Internet devient de plus en plus risqué au Cameroun. La faute au volume sans cesse croissant d'informations à caractère privé qui y sont sauvegardées. Le phénomène accroît les risques d'arnaque et autres attaques cybercriminelles. Les experts réfléchissent sur les voies et moyens pour atténuer le fléau. Il est question pour nous d'élaborer les stratégies qui vont permettre de sécuriser tous les secteurs, parce que ce n'est pas juste Antique qui doit faire ce travail. Les autres parties prenantes, les acteurs qui sont dans ces domaines, doivent aussi apporter les contributions dans ce travail. Comment donc assurer efficacement la protection des données personnelles dans un contexte marqué par la promotion du travail en ligne et de l'économie numérique? Les experts sont tous unanimes. Le système de régulation de l'usage des TIC au Cameroun doit être réformé. On n'observe pas dans le paysage institutionnel camerounais une autorité qui peut faire office, un organe qui peut faire office d'autorité centrale. Même en cumulant toutes les compétences dévolues à l'Antique et à la RT ou à d'autres autorités, il y a toujours des pans entiers d'usage des TIC qui impactent sur la vie privée et qui échappent à la compétence de tous ces régulateurs. Au-delà de l'instauration de cette autorité centrale de régulation, un travail d'harmonisation est à faire. Chacun doit avoir un identifiant, comme par exemple aux États-Unis où on parle de case number. Et à travers cet identifiant, les autres structures, c'est-à-dire les opérateurs de téléphonie mobile, les structures d'État,
pourront se référer à cette structure afin d'avoir les informations personnelles de chaque individu. Durant 2 jours à Edea, des informaticiens et des juristes ont abordé plusieurs aspects liés à la protection des données. Entre autres, la signature numérique comme outil de sécurisation des données de nos entreprises et le droit à la vie privée à l'ère des TIC au Cameroun. Dans l'escale internationale, le président du Mali a démissionné sous pression. L'annonce a été faite lors d'une interview télévisée et filmée dans un camp militaire dans la capitale de ce pays situé en Afrique de l'Ouest. Je propose d'écouter un extrait, un morceau choisi de l'annonce faite par Ibrahim Boubacar Keïta, qui était jusqu'ici président du Mali. Aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention. Ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Vous venez de suivre un morceau choisi de l'intervention du président Ibrahim Boubacar Keïta qui annonçait sa démission dans un camp militaire. Élément diffusé sur les antennes de la télévision publique malienne. Comment réagit la communauté internationale? De nombreuses inquiétudes après ce coup d'État militaire. La France qui craint une dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest. D'autres sont plus prudents, notamment la Chine qui appelle au respect des règles démocratiques et les pays voisins qui observent préoccupés l'évolution de la situation sociopolitique au Mali. Évocation avec Xavier Foucault. Vague de réactions qui condamnent à l'unanimité le coup d'État qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. L'Union africaine, par la voix du président de la commission Moussa Faki Mahamat, condamne la détention du président déchu, du premier ministre et des autres membres du gouvernement malien. Moussa Faki Mahamat réclame leur libération immédiate. Cet appel rejoint celui d'Antonio Guterres qui appelle à la restauration immédiate de l'ordre constitutionnel au Mali. Le secrétaire général de l'ONU réitère son appel pour une solution négociable et au respect des droits humains dans le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU devra se réunir ce mercredi pour examiner de près la situation au Mali. La CEDEAO, quant à elle, a condamné vivement le putsch au Mali. Elle a suspendu le pays de cette organisation et a fermé les frontières de tous les autres pays membres avec le Mali. La CEDEAO dénie catégoriquement toute forme de légitimité aux putschistes et exige le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. La présidence nigérienne annonce d'ailleurs un sommet des chefs d'État de la sous-région jeudi. Même condamnation du coup d'État de la part du chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell. L'Union européenne rejette tout changement anticonstitutionnel, estimant qu'un coup d'État ne peut en aucun cas être une réponse à la profonde crise sociopolitique qui frappe le Mali depuis plusieurs mois. Emmanuel Macron, le président français, a quant à lui contacté les présidents sénégalais, ivoiriens, nigériens notamment. Ces chefs d'État étaient impliqués dans la tentative de médiation de la CEDEAO au Mali. Le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a appelé dans la nuit à la cessation de toute violence et les mutins à rentrer dans les casernes. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a réagi ce mercredi 19 août au coup d'État qui a eu lieu la veille au Mali. Le ministère a exprimé le refus de l'Algérie de tout changement au Mali en dehors du cadre constitutionnel.
L'Algérie appelle, à travers un communiqué du ministère des Affaires étrangères, tous les belligérants au Mali au respect de la Constitution pour un retour rapide à la légalité et une sortie des crises. Elle rappelle également que les urnes sont le seul chemin qui doit mener au pouvoir. Ce pays d'Afrique de l'Ouest entre désormais dans une zone d'incertitude pour son avenir sociopolitique. Le Mali, théâtre de coups d'État depuis de nombreuses années. Ces coups d'État qui ont façonné la gouvernance dans ce pays. Des précisions avec Jean-Paul Chouniat. Modibo Keïta, l'un des leaders les plus prestigieux de l'Afrique indépendante, statue vivante de l'Afrique, écrivait de lui Jean Lacouture. À son accession à la souveraineté internationale, le 22 septembre 1960, le peuple malien vit son premier coup d'État, dès la 8e année de son indépendance, avec le renversement du père de la nation, Modibo Keïta. Regagnant la capitale Bamako en provenance de Mopti, le tout premier président de la République est arrêté à Kayes par un groupe d'officiers subalternes, avec à sa tête le lieutenant Moussa Traoré. Mon capitaine, pour quelles raisons les militaires ont-ils fait le coup d'État du 19 novembre? Eh bien, les militaires ont fait le coup d'État du 19 novembre parce que le 19 novembre, l'armée était persuadée que l'ancien régime ne répondait plus aux aspirations du peuple. C'est pour cette raison que les militaires ont procédé au coup d'État. Les mutins reprochent à Modibo Keïta sa politique socialiste et son autoritarisme. Dans une région en proie au coup d'État orchestré par la France colonisatrice, au Fouet-Boigny de la Côte d'Ivoire et le monsieur Afrique à l'Élysée Jacques Faucard sont tous deux surpris par ce coup de force. Sans la moindre effusion de sang, la junte au pouvoir met en place un comité national de défense de la révolution, à plein pouvoir pour un retour à l'ordre constitutionnel. L'armée a-t-elle l'intention de garder le pouvoir et dans la négative, combien de temps estime-t-elle nécessaire d'y demeurer? Quand l'armée aura assaini l'économie et aura mis en place des institutions pouvant permettre le fonctionnement légal de la vie intérieure du pays, eh bien l'armée se retirera, n'est-ce pas, du circuit et rentrera dans les casernes. Et à l'élection présidentielle de 1969, le lieutenant Moussa Traoré, revenu à la vie civile, prend la tête du pays qu'il dirige d'une main de fer, jusqu'à son éviction le 26 mars 1991. Et c'est le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré qui met fin à ces 23 années de dictature. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience. L'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Le comité pour le salut du peuple de la République du Mali assure avec brio la transition politique. Amadou Toumani Touré se retire une fois Alpha Oumar Konaré élu président de la République le 8 juin 1992. Le Mali vit alors un véritable retour à l'ordre constitutionnel. Les deux mandats d'Alpha Oumar Konaré épuisés, l'ex-putschiste Amadou Toumani Touré, devenu général et ayant pris sa retraite de l'armée, est élu en 2002 et dirige le Mali jusqu'à son renversement en 2012 par le capitaine Amadou Aya Sanogo. Au bout de 20 ans d'une démocratie appréciée sur le continent, le pays replonge dans l'instabilité. Djokunda Traoré, président intérimaire, remet le Mali sur le chemin de la démocratie avec l'élection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle de 2013. Et 7 ans après, retour à la case de départ avec ce 4e putsch que connaît le Mali en 60 ans d'indépendance. Le pays de Soundiata Keïta et Kankan Moussa sortira-t-il un jour une bonne fois pour toutes de cette tradition de coup d'État? Seul l'avenir le dira. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Duval Fangois et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Duval. 6 ans pour construire 40 km de route sur l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est le constat qui a été fait par nos reporters rendus au PK 40 sur l'axe qui est réservé pour ce projet
autoroutier Douala-Yaoundé. Vous avez suivi les multiples difficultés rencontrées pour réaliser ce projet, le problème des indemnisations qui se posent avec acuité, l'occupation des emprises de la route et également le fait que plusieurs fois la faisabilité de ce projet a été revue en raison des réalités décriées sur le terrain. Et contre toute attente, l'entreprise prestataire, entreprise chinoise, demande 1 an supplémentaire pour achever les 20 autres kilomètres de route qui restent. Il faut savoir que ces 60 km de route qui constituent la première phase ne représentent que 30% du projet global attendu par les Camerounais depuis une dizaine d'années. Duval. Et au Mali, vague de réaction de la communauté internationale après l'annonce de la démission d'Ibeka. Le dénominateur commun, c'est l'inquiétude de la communauté internationale à la suite de ce coup d'État militaire intervenu dans la journée d'hier. Un coup d'État qui intervient après plusieurs mois de manifestations des populations, acteurs de la société civile, la classe politique, demandant la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, démission sous pression confirmée dans la nuit de mardi à ce mercredi. Et ce matin, les différents militaires qui ont été au cœur de ce coup d'État ont demandé aux Maliens de vaquer normalement à leurs occupations, promettant de veiller à la sécurité et indiquant qu'il y a eu 0 mort durant cette opération de coup d'État militaire. Cependant, toutes les organisations internationales demandent un retour à l'ordre constitutionnel et exigent qu'il n'y ait pas d'effusion de sang et que l'état de droit soit respecté dans ce pays situé en Afrique de l'Ouest. Duval. Voilà, ce sera l'essentiel du débrief. Merci pour cette nouvelle édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Bonne soirée Cédric. Bonne soirée Duval.